Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bon, je vais vous faire une petite introduction en quelques mots, juste pour remercier la commune de La Garde qui, comme d'habitude, s'est montrée à la hauteur de l'événement et de l'enjeu, en mettant à notre disposition cette salle et puis un certain nombre d'infrastructures, et en demandant à ses agents de participer aux tables rondes, puisqu'il s'agit d'un partenariat éducatif autour d'une communauté qui est centrée autour de la ville de La Garde essentiellement, mais aussi autour de la circonscription. Donc je vous remercie d'être venus, je remercie les enfants du conseil de ville de La Garde, qui sont toujours fidèles au poste, élus dans les écoles pour représenter leurs camarades, et qui ont participé à un atelier ce matin, tout spécialement préparé pour eux par Madame Blasco, c'est ça. Voilà. Alors comment ça va se dérouler maintenant? Bon, je vous présente peut-être Madame Chevalier qui va être la maître d'œuvre du questionnement, Monsieur Granarolo que vous connaissez tous, j'imagine, bien, et puis Daniel Brandt, dit Samara, le joueur de flûte que vous pourrez applaudir tout à l'heure, et son épouse Claudine Genin, qu'ils ont amené aussi leur fils. Il est où, Johan? Il s'est caché là-bas au bout. Ils vous feront une démonstration musicale tout à l'heure. Pour l'instant, on va travailler un petit peu sur le fond. Donc, Madame Chevalier va nous faire une petite synthèse de chaque thème qui vous a été posé à travailler en atelier. Nous essaierons de répondre, de donner une première réponse, en tout cas une ébauche. Et à chaque fois, on aura de nouveau un petit débat et on terminera en beauté, c'est-à-dire en musique. Voilà, je passe tout de suite la parole à Mme Chevalier. Bonjour à tous les gens que je n'ai pas vus. Je tenais déjà à vous remercier pour le niveau de réflexion qu'il y a eu, notamment sur le premier thème qui a été demandé, qui était la violence, les violences à l'école. Je vais essayer, c'est un défi en soi, je le sais, d'être fidèle le plus possible à ce que vous m'avez transmis. La première chose que je voudrais transmettre, ça a été une question globale qui a été retenue pour la violence. Comment la violence d'un enfant peut être l'affaire de tous? Je crois qu'elle résume assez bien le défi qu'il y a aujourd'hui autour de cette question de la violence. Il a été retenu, si je peux globaliser ça de cette manière-là, 3 niveaux au niveau de la violence. La violence au niveau de la société, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'enfants face aux écrans qui génèrent effectivement, selon les participants, de la violence. Au niveau aussi de la place des familles, qui a été soulevée sous la question de la confiance des familles dans l'institution école, ou dans l'institution globale d'ailleurs, puisqu'il y avait aussi des participants de la petite enfance, des structures petite enfance de la ville. Il y avait cette notion-là, et la troisième notion, l'enfant lui-même. L'enfant lui-même, pourquoi? L'enfant avec des pathologies lourdes, l'enfant à qui on demande de s'intégrer dans des groupes avec une réalité peut-être qui est celle, à un moment donné, de la difficulté d'intégration, il faut peut-être le dire comme tel. Des enseignants ou des accompagnants qui essayent, peut-être avec un manque de formation, un manque d'outillage, un manque de support au niveau de l'institution. C'est toutes des réflexions qui ont été nommées. La deuxième chose aussi, c'est l'enfant et les émotions à l'intérieur même de l'enfant, c'est-à-dire la difficulté de gérer la frustration. C'est revenu sur à peu près toutes les tables rondes, avec cette gestion de la frustration. Est-ce qu'un enfant est capable, alors ça c'est moi qui amène une réflexion supplémentaire, est capable de gérer de la frustration à cet âge-là? On peut se poser la question. En tout cas, ce qui ressort dans cette réflexion autour de la violence, c'est qu'elle est multiple, globalement manifestée par des coups physiques, de la violence physique ou de la violence psychologique, verbale, de l'enfant en direction d'autres enfants, de l'enfant en direction des professeurs, des personnels, ou alors des parents en direction de l'institution également. Je regarde quand même si je n'ai rien oublié, il a été aussi soulevé une notion de responsabilité, de soutien, de besoin de soutien des institutions sur le personnel, qui pourrait effectivement à un moment donné générer également de la violence. Je crois avoir globalement
résumer ses pensées. J'aimerais par contre, avant de vous passer le micro, Monsieur Granarolo, vous communiquer la définition des enfants. La violence, c'est d'être méchant, de frapper, d'être violent verbalement, de ridiculiser, de lancer des rumeurs, de faire du mal à une personne, donc se faire aussi du mal à soi-même. Merci les enfants. C'est déjà à moi, je ne suis pas prêt. Bien. D'abord, un grand merci à mon ami Christian Cardon de me faire confiance une fois de plus. Vous allez vous lasser de Granarolo, mais comme il abandonne ses fonctions municipales, il va vous laisser tranquille à partir du mois de mars. Donc, on m'a demandé, en concertation avec l'inspecteur, de vous parler de la musique. Alors, ça a été un gros défi aussi pour moi. Élodie parlait de défi. Elle en a relevé un. Je vais essayer de relever moi aussi un défi, puisque je vais vous parler de deux grands philosophes en essayant de rendre mon message totalement compréhensible, et j'ai essayé aussi d'être assez concret, c'est-à-dire de vous donner des pistes que vous pourriez utiliser. Voilà, je ne vais pas faire de la théorie au niveau métaphysique. Donc je vais vous parler de Schopenhauer, qui est le philosophe de la musique, grand philosophe du 19e, de Nietzsche, qui est mon chouchou, ça c'est plus un secret pour personne, et la musique. Donc dans cet exposé qui sera bref, je vais me contenter de vous fournir quelques pistes qui concernent notre thème, est-ce que la musique adoucit les mœurs? Et je vous indiquerai en quoi ces deux grands philosophes du 19e nous ont donné des arguments utilisables qui peuvent éclairer vos pratiques. Et donc je vais faire le médiateur entre Schopenhauer, Nietzsche et vous-même pour essayer de vous éclairer. On va commencer par Schopenhauer, qui a vécu de 1788 à 1860. Puis on peut dire de Schopenhauer qu'il est le philosophe de la musique, ça c'est un titre exceptionnel. Celui qui l'a qualifié ainsi, c'est le grand Wagner, qui était quand même pas tout à fait ignorant dans la chose musicale, vous l'accorderez. Wagner avait une admiration sans borne. Schopenhauer a été très méconnu de son vivant. Ça l'a rendu très malheureux, très misanthrope. Un acte de gloire de Schopenhauer assez rare, c'est qu'à la fin de sa vie, il a légué sa fortune à son caniche. Vous voyez, aujourd'hui, on sait qu'il y a des Américaines qui font ça, mais au 19e, Schopenhauer a légué sa fortune à son caniche par misanthropie. Donc la philosophie de Schopenhauer, c'est une rencontre entre, d'une part, la philosophie de Kant du XVIIIe siècle. Alors je vais être très simple. L'idée de Kant, c'est que c'est nous qui construisons ce que Kant appelle les phénomènes, c'est-à-dire les images. Cette salle que vous voyez en ce moment, avec ses couleurs, ses sons, tout ce que vous apportent vos cinq sens, ça n'est pas une réalité en soi. C'est quelque chose que vous construisez avec vos structures mentales, avec votre cerveau, avec votre corps. Nietzsche reprendra cette thèse. Donc Schopenhauer, c'est la rencontre entre Kant et le bouddhisme. Le bouddhisme, on ignorait tout du bouddhisme au début du 19e, et puis les grands textes commencent à arriver en Angleterre, traduits en anglais. Et vous savez tous, parce qu'aujourd'hui le bouddhisme s'est vulgarisé, que dans la philosophie ou la sagesse bouddhiste, le monde des images est comme un rêve, il n'a pas de vraie réalité. Pour rejoindre la vraie réalité, vous le savez, il faut fermer les yeux, se mettre dans la position du lotus, méditer, et aller chercher au fond de soi quelque chose qui est beaucoup plus réel que tout ce que nous voyons et que nous entendons, qui n'a pas de vraie consistance. Donc c'est ça Schopenhauer, c'est la rencontre, c'est une sorte de Kant dramatisé par le bouddhisme. Donc qu'est-ce qu'on a chez Schopenhauer? On a d'une part une condamnation sans appel du monde sensible. Il faut se détacher du monde sensible. C'est la leçon qu'il retire du bouddhisme et un petit peu de Kant également. Pourquoi faut-il se détacher du monde qu'on va appeler le monde sensible? Ça c'est une expression de Platon, le monde sensible, ou le monde phénoménal, bon peu importe les mots. Je ne vais pas vous abreuver de mots aujourd'hui. J'essaierai de vous abreuver un tout petit peu d'idées. Le monde sensible, il faut s'en débarrasser d'une certaine manière, s'en détacher, parce que c'est un monde tragique. Le monde sensible, c'est le monde de l'éphémère. C'est le monde dans lequel les choses apparaissent pour disparaître aussitôt après, rien n'est stable, tout bouge, tout fout le camp. Passez-moi l'expression. Au fond, le monde sensible, en définitive, c'est le monde de la mort, puisque tout disparaît sans cesse jusqu'à la disparition finale. Autrement dit, pour rattacher cela à notre thème, le monde sensible, c'est le monde de la violence.
Le monde sensible n'est que violence. Violence dans la nature, entre les animaux qui se dévorent les uns les autres, violence entre les humains qui chacun essaye de prendre le dessus sur les semblables. Alors, je vous fais remarquer au passage qu'il y a une remarquable actualité de Schopenhauer. Élodie évoquait les écrans dont vous avez parlé dans vos tables rondes. Il y a une remarquable actualité de Schopenhauer. Nous n'avons jamais été aussi noyés dans les images, dans les apparences qu'aujourd'hui. En particulier les images que l'on nous transmet de la violence du monde. Nos enfants sont confrontés, comme chacun d'entre nous, par le biais des écrans, aux catastrophes écologiques en temps réel, Fukushima, aux attentats meurtriers, le Bataclan, les Twin Towers, aux agressions en tout genre, aux guerres qui ont lieu partout sur la planète. Donc le spectacle de la violence, il est omniprésent, il n'a jamais été autant omniprésent. Et comme si cela ne suffisait pas, comme si cette violence de la réalité, entre guillemets, n'était pas suffisante, on en rajoute en bombardant les cervelles de nos enfants avec les images d'un monde virtuel encore plus violent. Je fais bien entendu allusion ici aux jeux vidéo qui les accaparent de plus en plus. J'ai appris avec une immense tristesse en allant assister à un stage littéraire à Paris qu'il y a 8 ans, la dépense culturelle numéro 1 en France c'était le livre, et bien maintenant la dépense culturelle numéro 1 c'est le jeu vidéo, et j'ai sorti mon mouchoir en apprenant cette triste nouvelle. Jamais il n'a été autant nécessaire d'apprendre à nos enfants à se détacher des images, à prendre du recul. Et c'est pas simple par rapport à ce monde terrifiant des apparences. Alors pour Schopenhauer, le salut, on va employer un langage quasiment religieux, ne peut se trouver qu'au-delà des apparences, des images, de la représentation. Alors il y a 3 voies, bon je laisse tomber les 2 premières, elles nous mèneraient dans d'autres directions, soit la pitié, la compassion, thème oriental, soit la métaphysique, comprendre ce qu'est la réalité en son fond. Laissons tomber ces 2 voies. Il y a une 3e voie de salut, et Schopenhauer la porte vraiment avec beaucoup de force, c'est la musique. Pourquoi la musique? Parce que la musique est un art différent de tous les autres. Vous croyez peut-être, vous avez cru, si vous n'avez pas lu Schopenhauer, qu'il y a peut-être un 6e art, un 7e art, un 5e art. Non. Il y a 2 arts. Il y a d'un côté la musique et de l'autre tous les autres arts. Schopenhauer découvre ce que j'appellerais l'œuvre de Christophe Colomb de la musique. Tous les arts s'adressent à la vue. Tous. La peinture, la sculpture, la danse, le théâtre. Ce qui pose d'ailleurs un drame pour les personnes non-voyantes qui ont un accès très difficile à tous les arts. Il y a un seul art qui ne s'adresse pas à la vue, c'est la musique. La musique s'adresse directement à l'ouïe et donc vous pénètre directement, en quelque sorte, s'adresse à vos émotions, à votre corps, à votre sensibilité. Donc c'est un art absolument à part qui est différent de tous les autres arts. Et ça c'est la découverte géniale de Schopenhauer. Alors j'en arrive à une première conclusion un petit peu pratique. Faire écouter de la musique à des enfants, je sais que c'est compliqué, vous avez des consignes, vous avez des emplois du temps, vous avez des directives, mais vous avez quand même une marge de liberté, je le sais, et j'en parle régulièrement avec mon ami Christian Cardon. Faire écouter de la musique à des enfants, ou leur faire pratiquer le chant, qui est évidemment une forme tout à fait remarquable, la voix est le premier instrument utilisé par les hommes. Faire écouter de la musique à des enfants ou leur faire pratiquer la musique, c'est les conduire au-delà des images. C'est les conduire au-delà des images. C'est les conduire dans une dimension radicalement autre que celle des représentations et des images, dans laquelle ils sont englués, si j'ose dire. C'est parler à leurs émotions, c'est parler à leur intériorité. Nietzsche reprendra ça, on en parlera dans quelques instants. La musique nous pénètre directement, au plus profond de nous-mêmes. Beaucoup plus profondément que les autres arts qui s'adressent à la vue, et la vue est un organe de distance. Aristote l'avait déjà dit dans l'Antiquité. C'est parler aux émotions, à l'intériorité. C'est faire vibrer en eux, en faisant écouter de la musique aux enfants, on fait vibrer en eux une corde qu'aucune image ne peut mettre en mouvement. Aucune image n'est capable, aussi géniale qu'elle soit, de mettre en mouvement cette corde intérieure que la musique met en route. Alors je passe à Nietzsche. Nietzsche, c'est
quelqu'un qui a admiré comme Wagner Schopenhauer. Schopenhauer, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était complètement méconnu, personne ne l'avait lu, il en a été extrêmement frustré. Il y a deux personnes dans la dernière partie du 19e siècle qui avaient lu Schopenhauer et qui se sont rencontrés, c'est Wagner et c'est Nietzsche. Nietzsche, on va dire que, pour aller vite, c'est un Schopenhauer qui aurait substitué à la fascination pour l'Inde, pour le bouddhisme, qui était celle de Schopenhauer, la vénération pour la Grèce antique, pour la Grèce classique. Il était professeur de philologie, il enseignait la langue grecque à l'université de Bâle, en particulier la langue grecque. Et Nietzsche écrit un premier livre en 1872, un livre qui doit beaucoup à Schopenhauer, il considère Schopenhauer comme son premier maître, qui s'appelle « La naissance de la tragédie ». Quand il écrit ce livre, en 1872, il n'a pas encore compris tout ce qui le distingue, tout ce qui le sépare de Schopenhauer. Il croit encore qu'il est un disciple fidèle de Schopenhauer, ce qui n'est déjà pas le cas. Alors, quelques mots sur cette naissance de la tragédie les plus simples possibles. Nietzsche fait à son tour, comme Schopenhauer l'avait fait, une découverte géniale qui est un peu l'œuvre de Christophe Colomb, là, de la tragédie cette fois et non plus de la musique. Nietzsche est le premier à mettre l'accent sur le fait que la tragédie grecque est composée de deux plans fondamentalement différents. Il y a une scène théâtrale sur laquelle des personnages évoluent. Ça se passe très mal, hein. C'est des histoires épouvantables. Tout le monde connaît l'histoire d'Oedipe, reprise ensuite par Sigmund Freud. Hein. Oedipe a été adopté, a été chassé, laissé dans la forêt comme le petit poussé par ses vrais parents, adopté par des parents adoptifs qu'il a toujours cru être ses vrais parents, et puis un jour, il consulte un oracle, c'était à la mode dans l'Antiquité, et l'oracle lui dit tu vas tuer ton père et épouser sa mère. Alors qu'est-ce qu'il fait pour fuir son destin? Il s'en va, et c'est là qu'il va s'enfermer dans son destin, puisque sur la route, il va croiser un vieillard, il va lui faire la peau, c'est papa, et comme il a débarrassé la ville d'un monstre qui terrorisait tout le monde, eh bien, on va lui donner en mariage la reine de la ville, c'est maman. Bien entendu, il ne sait pas qu'il a tué papa et épousé maman, et quand il l'apprend, il se crève les yeux et il part errer. C'est une histoire épouvantable, enfin, il ne faut surtout pas raconter ça aux enfants. Hein. Donc, dans la scène, trop tard, bon, sur une scène tragique, vous avez donc dans le théâtre tragique, et c'était essentiel, c'était une pièce essentielle de la civilisation grecque. Les Grecs allaient au théâtre 3, 4, 5 fois par an, c'était des grandes fêtes collectives. Bien. Donc vous avez cette scène que Nietzsche dit, elle est sous le signe d'Apollon, c'est les images, c'est le rêve, c'est bon, des personnages. Mais au fond, et ce que Nietzsche est presque le premier à redécouvrir, il y a le cœur. Et le cœur ne parle pas, le cœur chante. Si vous lisez évidemment la tragédie d'Oedipe dans Collection de poche ou dans la Pléiade, vous avez les paroles du cœur. Personne ne vous dit que le cœur chante. C'est une comédie musicale. Le cœur chante. Et c'est très très important que le cœur chante. Donc quelle est l'idée de Nietzsche? C'est qu'il répond à une énigme que personne n'avait résolue avant lui. Pourquoi les Grecs, qui sont un peuple optimiste, tout le démontre, un peuple qui aime la vie, qui aime la nature, qui aime le printemps, la sexualité, le vin, etc., et j'en passe, qu'est-ce que les Grecs allaient faire au théâtre, voir ces histoires épouvantables d'un Oedipe qui tue papa, épouse maman, se crève les yeux? Ils devaient sortir complètement déprimés du théâtre. Eh bien non. Pourquoi ne sortaient-ils pas déprimés? Parce qu'ils avaient entendu la musique du cœur. Et que dit la musique du cœur? Parce que justement c'est de la musique. Elle dit, au fond, tout ça n'a pas une importance considérable. La vie continue, la vie renaîtra. Après l'hiver vient le printemps, après la pluie vient le beau temps. Tout est éternel, la nature c'est cette puissance éternelle qui sans arrêt fait renaître la vie, rejaillir la vie, même dans les pires situations. Donc les Grecs, paradoxalement, et Nietzsche est le seul qui a répondu à cette énigme, sortaient confiants de leur théâtre, parce qu'ils avaient bien sûr vu des choses épouvantables sur la scène, mais ils avaient entendu la musique qui leur disait que finalement la vie est belle et que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors contrairement à Schopenhauer, son premier maître, Nietzsche ne condamne pas les images et la représentation. Vous l'avez compris. La tragédie grecque, c'est une sorte de microcosme qui permet de comprendre ce qu'on va appeler la vision du monde des Grecs de l'Antiquité. Pour Schopenhauer, que sont les apparences? Les apparences sont une ruse de la nature. La nature ruse avec nous en nous offrant des images
qui nous font oublier qu'on est mortel, pour assurer la survie de l'espèce. Schopenhauer a écrit des choses magnifiques sur l'amour. C'est dur à lire parce qu'on sort un peu déprimé de la lecture de Schopenhauer. Freud, il faut le savoir, empruntera l'essentiel, le thème de la libido chez Freud est emprunté à 100% à Schopenhauer. Donc pour Schopenhauer, les apparences sont des tromperies. La nature nous trompe en faisant apparaître devant nous des images qui vont nous agiter, qui vont nous amener à des actions, et le but de la nature, c'est que les espèces se maintiennent dans l'existence. Pour Nietzsche, les apparences ne sont pas du tout cela. Les apparences sont des créations du vivant, et du vivant humain en particulier. C'est nous qui créons les images, et ça c'est l'héritage de Kant dont j'ai parlé en introduction. Autrement dit, il y a deux messages contradictoires dans l'idée que le monde des images est apparence, deux messages totalement contradictoires. Soit j'en déduis que les images n'ont pas de réalité, n'ont pas d'importance, et je m'en détourne, et c'est la voie orientale du bouddhisme, soit je me dis avec Nietzsche, les images c'est quand même formidable puisque c'est nous qui les créons. Cette contradiction, ça sera la clé de l'évolution de Nietzsche par rapport à Schopenhauer. J'en arrive à une formule que vous avez entendue certainement des dizaines de fois, mais à laquelle on prête peu attention. Une magnifique formule de Nietzsche: sans la musique, la vie serait une erreur. Sans la musique, la vie serait une erreur. On ne prête pas attention à ce genre de petites phrases. Nietzsche ne dit pas que sans la musique, la vie serait moins belle, ou plus triste, ou moins intéressante. Il dit une erreur. Le mot est très fort, et le mot français traduit bien le mot allemand qui dit la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Vous qui êtes dans vos classes, vous le savez. Qu'est-ce que c'est une erreur? C'est une faute d'orthographe, une faute de calcul. J'ai presque envie de dire, puisqu'on parle de musique, c'est une fausse note. Sans la musique, la vie serait une fausse note au sein de la nature. Autrement dit, contrairement à ce qu'on pense naïvement bien souvent, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous poussent dans cette direction, la musique n'est pas une imitation de la réalité. Alors je sais bien qu'on a tous des exemples en tête, on a le printemps de Vivaldi, où on croit entendre les petits oiseaux, on a la mer de Debussy, on croit entendre les vagues, et j'en passe. Non, ça n'est pas la musique, c'est anecdotique, c'est accidentel. La musique n'imite en rien la réalité. C'est le contraire. La musique produit des images. Vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, que la plupart des romanciers écrivent en écoutant de la musique. Et tous nous disent que la musique développe leur imaginaire, leur ouvre des pistes qui jamais ne s'ouvriraient sans cette musique. La musique ne calque pas les images, elle engendre des images. Et du même coup, j'en viens à quelque chose de très concret. Pourquoi ne pas faire cet exercice à vos enfants? Leur demander ce qu'ils voient en écoutant telle ou telle belle pièce musicale. Je dis bien telle ou telle pièce musicale. Vos enfants n'ont pas besoin de vous pour écouter du rap, mais ils ont besoin de vous pour écouter du Bach, du Beethoven, du Debussy. Il y a des petites pièces merveilleuses qui durent 5 minutes, ça vous prend pas la journée. Et croyez-moi, j'ai jamais vu un enfant être indifférent devant l'écoute de ces pièces musicales magistrales. Donc, faites écouter de la musique à vos enfants et demandez-leur ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent en écoutant cette musique. Demandez même à vos enfants de dessiner ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent en écoutant de la musique. C'est un exercice extraordinaire et c'est un exercice qui vous permettra de vérifier la thèse que j'ai défendue: la musique produit des images. Alors je conclus, puisque le temps m'est compté, et que Christian Cardon m'a donné des consignes draconiennes que je respecte, je conclus. Il y a un dernier élément que je n'ai pas le temps de développer dans le temps qui m'est imparti, c'est que la musique, dont j'ai dit qu'elle était créatrice des images, elle est aussi créatrice de beauté. La musique crée de la beauté, plus à mon avis que tous les autres arts. Peut-être que Schopenhauer et Nietzsche m'ont déformé le cerveau, mais je pense profondément que la musique est vraiment créatrice de beauté. Faire écouter de la musique aux enfants, c'est les mettre en contact avec cette beauté. C'est les mettre en contact avec... Et c'est votre responsabilité, parce que malheureusement, ils ont peu l'occasion, très certainement, chez eux, dans leur foyer, d'être confrontés
à ces belles pièces musicales dont je parlais, sauf ceux qui vont peut-être au conservatoire. Et donc je conclurai mon propos sur la beauté avec 3 phrases de quelqu'un qui est mon chouchou depuis très longtemps, moins que Nietzsche, mais quand même, c'est Nicolas Hulot. Comme tous les gens qui atteignent le star system, beaucoup l'ont décrié. Moi, je trouve que c'est un homme admirable. J'ai la chance d'échanger avec lui, de temps en temps. Je vous cite 3 phrases de Nicolas Hulot dans un livre superbe qui date de 2013, 6 ans déjà, Plus haut que mes rêves. C'est un livre magnifique. Je vous cite 3 phrases. L'émerveillement est un premier pas vers le respect. S'émerveiller, c'est commencer à respecter. Nous avons utilisé la beauté comme une arme, 2e citation du livre, et la 3e, un peu triste, un peu nostalgique peut-être, qui est une sorte d'aveu de demi-échec. Je pensais par l'intermédiaire de la beauté pouvoir recréer un lien affectif avec la planète, la nature, les animaux et les peuples. Je pensais. Sous-entendu peut-être que maintenant je n'ai plus cette conviction. Donc n'hésitez pas, et ce sera mon dernier mot, n'hésitez pas à introduire la beauté dans vos classes en ouvrant les enfants qui vous sont confiés à la beauté irremplaçable de la musique. Merci pour votre remarquable attention. Un temps d'échange va être proposé. Je vais passer au milieu de vous pour récolter vos questions. Si vous avez des questions sur le compte-rendu qui a été fait sur les tables rondes, sur la notion de violence. Davantage creusé par Nietzsche que par Schopenhauer, la violence fait partie, il y a une certaine violence qui fait partie de la vie. Bon, il ne faut pas se le masquer, il ne faut pas rêver d'un monde sans aucune violence. Bon. Je me souviens, il y a 30 ans, j'avais fait venir à Dumont d'Urville, où j'enseignais dans les classes prépa, un psychanalyste marseillais. Et c'était au lendemain du suicide du chanteur de Nirvana, que les adolescents vénéraient, et il avait arraché les larmes à toute l'assistance en disant « Mais vous savez, je ne suis pas surpris, parce que c'est quoi le Nirvana? C'est le calme plat, c'est l'homéostasie, c'est quand plus rien ne se passe. Et quand est-ce qu'on atteint vraiment le Nirvana? Quand on est à l'état de cadavre. Il n'y a pas plus zen qu'un cadavre, vous me l'accorderez. Bon. Donc, attention à ne pas vouloir non plus éradiquer une saine violence qui fait partie de la vie, qui fait partie de la nature, qui fait partie du corps. Donc, il faudrait distinguer, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, la musique peut véhiculer effectivement cette violence-là avec laquelle les enfants doivent se familiariser parce qu'elle fait partie intégrante de la vie. Je fais une dernière référence à Nietzsche pour répondre à la question d'Élodie. Il y a un paragraphe de Nietzsche que je cite de mémoire parce que je l'ai peut-être un peu réinventé. Je fréquente Nietzsche depuis tellement longtemps que parfois je ne sais pas si c'est Nietzsche qui a dit ça ou si c'est Gran Rollo, mais c'est pas grave, nous sommes des frères jumeaux. Donc, il y a un magnifique paragraphe de Nietzsche qui imagine ce qui se passerait dans notre corps si tout d'un coup, et je vous invite à réfléchir à cette belle question, imaginez tout d'un coup que vos anticorps deviennent chrétiens. Vous voyez la catastrophe? Oh, le gentil petit microbe, il a le droit de vivre, laissons-le se développer. On est rayé de la carte en 48 heures. Hein. Bon. Je ne sais pas si vous avez vu des attaques d'anticorps contre... C'est la guerre des étoiles, hein. Ça entoure la bactérie, ça arrive de tous les côtés. Il y a une guerre dans notre corps, c'est pour ça qu'on est en vie. Et il y a une guerre dans notre corps qui est remportée par nos anticorps. Souvent, pas toujours. Parfois, c'est les microbes et c'est les bactéries qui prennent le dessus. Et puis, parfois, c'est les défenses qui s'écroulent, comme quand on est victime du sida. Bon, donc, il y a une violence de la nature et du corps qu'il faut accepter. Il faut pas, alors, la musique a cette double fonction. Elle peut faire entrevoir aux enfants ce qu'est cette violence du corps et de la nature, et en même temps, les amener au-delà de la violence des images. Voilà, il y a cette double fonction. J'ai parlé que de la deuxième, j'ai pas parlé de la première, donc la question d'Élodie m'a permis de compléter mon propos. Merci. Il y a une question de Jeanne qui aimerait rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. C'est
c'est que vous disiez que la musique, ça calme la violence, mais et qu'à l'époque, on écoutait plus de musique. Mais à l'époque, j'avais pas l'impression qu'il y avait moins de violence. La pédagogie, ce qui a été soulevé, a été beaucoup plus global sur les intérêts, finalement, de la musique. Au niveau de la concentration des enfants, de la mémorisation, de la concentration aussi, de la gestion émotionnelle. Ce qui est ressorti était vraiment cette notion d'autorégulation individuelle, mais aussi de régulation collective par le fait d'unir un groupe. C'était le rôle premier aussi de la musique, hein, entre autres. De favoriser aussi la réussite chez les enfants, puisqu'il a été soulevé que certains enfants avec des difficultés scolaires ou avec des comportements inhibiteurs, on peut dire ça comme ça, parce que j'aime pas trop le mot « ils sont timides ». J'essaye de le détourner un petit peu pour ne pas poser d'étiquette. Oui, il est important que ces enfants-là puissent avoir d'autres sphères de réussite que la sphère scolaire au sens apprentissage de la matière scolaire. Donc c'est un outil qui est fédérateur, effectivement, et qui peut aussi assurer une continuité entre les différentes institutions, entre les différentes classes également, entre les différents lieux de vie pour l'enfant, puisque si j'écoute une musique ou une comptine, dans la récréation, eh ben, je peux aussi l'entendre dans la classe, la transmettre, pourquoi pas, à ma famille également, et qu'il y ait une forme de continuité pour le vécu de l'enfant. Voilà ce qui a été un petit peu soulevé, d'être moins rigide aussi. C'est un outil pour permettre un peu plus de souplesse et de calme. Très bien, mesdames, messieurs, donc je vais maintenant vous dérouler un petit exposé à mon tour, hein, qui portera davantage sur les aspects pédagogiques. Alors je préviens que tout discours est nécessairement incomplet, hein. Aussi, ne voyez dans mes propos aucune volonté polémique ou de travestissement, rien de contraire non plus à la parole institutionnelle que je porte, hein. Simplement, il y aura dedans des points de vue nécessairement subjectifs. Donc je vous propose de dérouler mon propos selon le plan académique des historiens. M. Granarolo dirait des philosophes, mais pour moi c'est le plan des historiens, en 3 parties, donc, et 3 sous-parties canoniques, hein. Je vous propose d'abord un regard sur les violences à l'école, origine, évolution, mesure. Nous verrons ensuite quelles sont les réponses institutionnelles, car il y en a. Et enfin, on envisagera les réponses pédagogiques. Alors, d'où vient la violence? Comment la mesurer? Alors, l'enfant a posé une très bonne remarque tout à l'heure, hein, sans épouser nécessairement les thèses de Friedrich Engels, le compagnon de Marx, sur le rôle de la violence dans l'histoire. Il faut bien admettre que la violence est un phénomène inhérent à tout rapport humain, phénomène omniprésent dans nos sociétés les plus contemporaines. Il suffit d'évoquer les violences commises en marge des manifestations des Gilets jaunes pour s'en convaincre. La violence est omniprésente. La violence sous toutes ses formes, c'est malheureux mais il faut l'avouer, est un attribut de l'histoire humaine. Un phénomène aussi vieux que l'humanité, plus large et plus ancien que l'école. La violence est d'ailleurs sans doute inhérente à certaines formes d'imposition du savoir. Platon, puisqu'on était dans la philosophie, Platon écrivait déjà, je cite, « De tous les animaux, c'est l'enfant le plus difficile à manier. Non encore discipliné, c'est une bête rusée, astucieuse, la plus insolente de tous. » Messieurs les enfants, vous voilà servis. Au début du Moyen-Âge, on pourrait citer comme un exemple de violence le martyre de Saint Cassien, exécuté par ses propres élèves à coups de stylet. Ça va leur donner des idées, ça. L'instituteur avait été condamné pour impiété. Et voilà le témoignage, on lui ôte ses vêtements, on lui attache les mains derrière le dos, la bande d'enfants est là, avec ses stylets pointus. Toute la haine que chacun avait accumulée dans sa rancune secrète, il l'épanche avec ardeur, maintenant qu'il peut enfin donner libre cours à sa colère. Les uns lui lancent à la figure et lui brisent sur le visage leur fragile tablette à écrire. D'autres dardent contre lui les piqûres de leurs pointes de fer. C'était pas beaucoup plus calme au Moyen-Âge. Beaucoup plus proche de nous, le 23 avril 1933, Célestin Freinet, menacé par une partie des parents de ses élèves, lui-même n'avait pas hésité à exhiber un revolver.
Donc au discours sur la nouveauté des violences, on serait tenté de répondre en s'appuyant sur les travaux historiques que de tout temps, l'école a été le théâtre de violences et des plus dures. Ce qui a changé en revanche, ce sont les conceptions de cette violence et les réponses qui lui ont été apportées. Dans l'ancienne France, les écoles se caractérisaient par le caractère strict de la discipline, la dureté des sanctions, châtiment corporel inclus. Je cite ici Antoine Prost, qui est un historien reconnu de l'éducation. Les coups pleuvés et la férule, lanière de cuir plate, étaient l'attribut principal du maître, qui ne pouvait compter que sur la peur pour imposer un début de sagesse. À défaut, des baguettes de noisetier faisaient le même effet. Il ne faut pas avoir peur de les casser, conseille un maître chevronné à un débutant qui apprend le métier. C'est les ancêtres de Madame Violet. Il ne faut pas hésiter à casser les baguettes sur le dos des enfants. L'historien rappelle qu'on appelait parfois le maître d'école un toque-peau. Toquer signifiant frapper. Toque-peau, celui qui frappe la peau. Rappelons aussi l'expression se faire gauler, qui signifie initialement se faire frapper par la gaule du maître à l'occasion d'un manquement. Remarquons que ce type de discipline était imposé par les conditions matérielles de l'époque. L'école n'y était pas obligatoire, les enfants fréquentaient l'école épisodiquement, ils manquaient souvent, ils n'étaient pas tous du même niveau, ils n'avaient pas les mêmes livres. Le maître d'école s'occupait d'eux tour à tour et imposait le silence aux autres. Curieusement, donc, ce mode d'organisation pédagogique s'appelait le mode individuel. C'était le plus répandu dans les campagnes, mais il existait aussi le mode simultané chez les frères et les congrégations, et le mode mutuel dans les organisations, les corporations professionnelles. L'école de la Troisième République, notre école chérie, l'école de Jules Ferry, se construit sur la critique radicale du modèle antérieur. Vous connaissez la formule, j'ai déjà rappelé, on ne forme pas un républicain comme on forme un catholique. L'enfant est un futur citoyen, un républicain est un homme des Lumières, ce qui nécessite à la fois des connaissances et l'acquisition d'un esprit critique. Bon, j'ai déjà eu l'occasion lors des années passées de souligner le caractère novateur de la pédagogie prônée par les fondateurs de l'école publique, qu'on se souvienne de Ferdinand Buisson, de Félix Pécaud, de Jules Ferry lui-même. Si on relit les textes, on est parfois étonné parce qu'on se dit que ces textes préfiguraient les méthodes actives. Toutefois, cet idéal était difficile à atteindre et les préoccupations de Ferdinand Buisson ou de Félix Pécaud n'entraient pas dans les mœurs et ne sont pas appliquées par les enseignants qui eux-mêmes avaient été formés dans le passé et parce que les conditions matérielles ne le permettaient pas. De la même façon, en matière de discipline, une circulaire ministérielle du 15 juillet 1890 proscrit le piquet, les lignes à copier et les fessées. Mais ces pratiques ne disparaissent pas dans les faits malgré plusieurs rappels. Encore en 1978, un arrêté du 26 janvier doit rappeler l'interdiction des châtiments corporels, ce qui tend à démontrer que ces derniers se perpétuaient comme il en va des devoirs à la maison. Ce qui m'inspire une remarque, ce parallèle avec les devoirs à la maison, c'est que si les pratiques répressives perduraient au sein de l'institution, c'est peut-être parce qu'il y avait une certaine adéquation entre la répression scolaire et les pratiques familiales, une sorte d'accord entre les enseignants et les parents. Mai 68 marque une date symbolique, une nouvelle étape dans l'évolution des conceptions. Un puissant courant sociologique se développe autour des années 70, vous le savez, vous connaissez tous les thèses de Bourdieu et de Passeron qui dénoncent la violence symbolique de l'institution scolaire elle-même, qui a pour but de perpétuer l'ordre social. Chacun connaît donc l'ouvrage des héritiers, ou encore les thèses de Baudelot et Establé dans l'école capitaliste en France. L'école capitaliste en France, 1971. Plus explicite encore, le titre du livre de Fernand Houry, paru en 1972, Chronique de l'école caserne, qui en dit assez long sur les conceptions de ces gens de l'époque. Souvenons-nous encore un livre manifeste de Françoise Dolto, La cause des enfants. On pourrait encore citer un livre de Jean Foucambert, L'école de Jules Ferry, un mythe qui a la vie dure, paru au début des années 90, c'est pas si loin, et qui prêtait à Jules Ferry un dessin bien cynique, diffuser des connaissances de base, former les ouvriers et les travailleurs dont l'industrie capitaliste a besoin,
tout en leur inculquant une discipline de fer dans une école d'État obligatoire, les arrachant ainsi à l'influence des organisations ouvrières qui développaient leur propre école mutuelle. En 1989, certains d'entre nous l'ont vécu, le ministère Jospin instaure la loi d'orientation qui concrétise les évolutions sociétales des années 70. J'en rappelle les principes. Le système scolaire doit s'organiser autour de l'enfant et non plus autour d'un cursus théorique. Le redoublement est proscrit au profit de l'allongement des cycles. La grande section devient charnière entre la maternelle et le CP. Le projet d'école, adaptation locale des instructions nationales, est rendu obligatoire. Dans cette conception humaniste, progressiste, sinon post-68arde, l'enfant a des droits et l'école a surtout des devoirs. C'est l'institution qui est responsable et qui doit s'adapter à l'enfant et non l'inverse. Et cependant, à partir des années 1990, se dessine un nouveau renversement dont les effets sont aujourd'hui, nous semble-t-il, c'est une opinion, toujours en cours. D'une part, sur le plan politique, la chute du mur de Berlin et la dissolution du bloc soviétique inaugurent un lent recul des mouvements collectifs et le triomphe du marché global, de ses normes et de son individualisme qui engendrent de nouvelles concurrences qui ne sont pas sans effet sur les mentalités. Et d'autre part, autre élément de cette évolution, l'apparition du numérique, bien sûr, et la création du premier site web mis en ligne le 20 décembre 1990 et qui donne un élan sans précédent au contrôle statistique. On assiste à partir de ce tournant à une explosion des données statistiques qui tendent à accréditer la thèse d'une montée de la violence. Le recueil des données est axé sur l'individu. La violence à l'école n'est plus la violence de l'école, mais celle des élèves agressant l'école et ses représentants. En France, en 1993-94, on voit apparaître une première enquête statistique qui reprend les catégories juridiques et policières et crée la catégorie violence scolaire. C'est récent, les violences scolaires comme catégorie judiciaire. Le ministre de l'Éducation nationale, le ministère, tente de comptabiliser les violences à l'école par l'instauration d'un relevé systématique des faits violents. Ce sera le logiciel Signa, peut-être certains ont déjà entendu parler, mis en service à la rentrée 2001. Alors ce logiciel recensait les actes de violence, 4 rubriques, bon je passe assez vite, 4 rubriques étaient construites pour enregistrer les faits de violence: atteinte à la personne d'autrui, violence physique avec arme, arme par destination, violence physique à caractère sexuel, insulte, menace, raquette, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, atteinte à la sécurité, jet de pierre, fausse alarme, intrusion. Troisième catégorie, atteinte aux biens, vol, tentative, tag, dommages aux locaux, matériel, incendie. Dernière catégorie, suicide, tentative, trafic divers. On reconnaît le vocabulaire du monde judiciaire et s'inspirant même du monde pénal. Le recensement concernait l'ensemble des écoles du premier degré, des collèges et lycées publics de France, et ce logiciel Signa n'a pas survécu à l'année 2006, puisque l'hebdomadaire Le Point a publié un palmarès des établissements les plus violents de France, et que nos collègues chefs d'établissement ont décidé de boycotter le logiciel. Voilà, le logiciel Signa a donc été abandonné au profit d'un nouvel outil statistique, mis en place à la rentrée 2007 et qui subsiste, et qui s'appelle Civis, qui utilise un échantillon d'établissements anonymés pour ne pas avoir de possibilité de classement. Bon, là encore, je passe assez vite. Là encore, on utilise clairement le vocabulaire policier, les faits, les auteurs, les victimes, les circonstances, le préjudice. La critique qui était faite à l'ancien logiciel Signa était que tout acte déclaré était retenu sans distinction. Par exemple, un vol de crayon, une insulte, une petite claque dans la cour de récréation, c'était un fait qui était signalé dans Signa. Ce logiciel a été abandonné au profit de Civis, mais on a vu réapparaître récemment, tout à fait récemment, la tentative d'un recensement exhaustif des faits de violence avec le logiciel que les directeurs connaissent bien, qui s'appelle Fait Établissement, qui est accessible pour l'Académie de Nice dans le logiciel Esterel avec 3 niveaux de gravité, incluant armes, drogue, cyberviolence. L'application se donne pour objectif, je cite, d'enregistrer et de transmettre tous les faits préoccupants, événements graves, phénomènes de violence, d'une école, d'une circonscription, d'un établissement scolaire. Donc, la violence n'a peut-être pas augmenté, mais en tout cas, la mesure de la violence tente
augmenter évidemment le nombre de violences qui sont connues. Hein. Cependant, il me semble, et là encore c'est une opinion personnelle, que les statistiques ne reflètent pas complètement la réalité. À titre d'exemple, dans notre circonscription, d'octobre 2016 à octobre 2019, en 3 ans, sur environ 4000 élèves, 24 signalements dans faits établissements, dont 5 seulement de catégorie 3. Mais sur ces 24 signalements, 16 émanent d'un seul groupe scolaire gardéen, qu'on aurait envie de dire bien connu. Un seul groupe scolaire gardéen a signalé donc 16 des 24 signalements. Plusieurs signalements concernent un même enfant qui, lui aussi, est bien connu, et qui a passé d'une école à l'autre. C'est-à-dire que le logiciel s'est affolé pour un seul gamin qui est passé d'une école à l'autre. Et d'autre part, plusieurs signalements émanent d'une jeune directrice, et les signalements ont cessé après son départ. Ce qui signifie qu'une marge d'appréciation est très large et qu'elle dépend du contexte. Hein. Je note aussi, ça a été signalé tout à l'heure par défaut dans le compte-rendu qui a été fait, que les violences à l'école, telles qu'elles sont enregistrées, sont commises par les élèves, parfois par les parents, mais jamais par les enseignants. Pourtant, il y en a, je regrette d'avoir à le dire, il y en a, mais elles n'apparaissent jamais dans les signalements sur faits établissement. Alors, pour conclure cette partie, les violences à l'école apparaissent anciennes, omniprésentes, et toujours corrélées avec un état social et des modes pédagogiques. Je ne suis pas sûr qu'elles soient plus nombreuses qu'avant. Ma propre expérience m'inciterait même à penser le contraire. Si vous voulez, j'ai tout un magasin de faits divers à vous déballer. Ce qui est vrai, c'est qu'elles sont plus visibles et que les conceptions ont évolué. Les enseignants se sentent moins respectés. Enfin, je pense que je peux parler à votre... Vous parlerez, si vous voulez me contredire, vous avez le droit. Hein. Mais je pense que les enseignants se sentent moins respectés. Leur statut est fragilisé au sein de la société. L'accès au savoir est rendu d'apparence plus facile par l'Internet, sapant l'autorité du maître. Sans parler, on l'a évoqué, de l'irruption des écrans dans la vie de nos enfants. Beaucoup de parents sont devenus, selon le titre du sociologue Roland Ballion, des consommateurs d'école. En matière de discipline, donc, je suis d'avis qu'on aura du mal à revenir aux méthodes répressives du passé, si tant est qu'on le tente, parce que le consensus avec les parents n'existe plus. Aucun parent d'aujourd'hui n'accepterait le bonnet d'âne, la fessée, le scotch sur la bouche. Si j'en parle, c'est parce que j'en ai vu. Alors, dès lors, quelles sont les réponses de l'institution ? Donc, deuxième partie, les réponses de l'institution, si vous voulez. Examinons d'abord les réponses institutionnelles. Bon, je précise immédiatement que la réponse pédagogique, que je distinguerai en dernier lieu pour des raisons d'exposition rhétorique, appartient elle aussi à l'institution. L'institution ne porte pas seulement des mesures institutionnelles, elle porte aussi évidemment la pédagogie. J'ai déjà évoqué les différents logiciels de mesure des phénomènes de violence. Je n'y reviens pas. Toute l'information est disponible sur Eduscol. Les réponses institutionnelles apparaissent de 3 ordres. La judiciarisation croissante, c'est sans doute l'aspect le plus saillant, avec une propension à victimiser le personnel. Un courrier tout récent de monsieur le directeur académique répercute la circulaire 2019-122 du 3 septembre 2019, intitulée, ouvrez les guillemets, « Plan de lutte contre les violences scolaires ». Je cite, « Chaque agression, chaque insulte, chaque incivilité doit être sanctionnée ». La circulaire rappelle l'existence d'un partenariat institué avec la police et la mise en place d'équipes de sécurité. Là encore, vous pouvez vous y référer assez facilement sur Eduscol, je n'y insiste pas. Deuxième type de réponse, la médicalisation. Alors c'est un type de réponse plus discrète, mais qui mérite quand même d'être signalé. On se souvient qu'un rapport de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, paru en 2005, intitulé « Les troubles de la conduite chez l'enfant et l'adolescent », se présentait comme un bilan des connaissances des troubles de comportement dans différents champs disciplinaires, à partir duquel sont émises des recommandations en matière de dépistage et de traitement des enfants dès l'âge de 3 ans, et même des familles à risque. Pour identifier ces troubles, il s'appuyait sur différents systèmes internationaux de classement permettant de préciser les tableaux symptomatiques, les troubles de comportement, et qui permettaient de distinguer les conduites normales et anormales. Les critères présentés comme scientifiquement indiscutables étaient les traits de caractère comme, ouvrez les guillemets,
le peu d'empathie, le peu de sollicitude envers autrui, l'irresponsabilité permanente, l'absentéisme, les incivilités. Et pour les auteurs de ce rapport, les programmes, ouvrez les guillemets, hein, les programmes qui commencent pendant la grossesse et qui se poursuivent jusqu'à la 3e année de l'enfant semblent les plus efficaces. Cette approche a fait l'objet naturellement de critiques énormes, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez les uns les autres, donc je n'y insiste pas, mais cette tendance à la médicalisation, à mon avis, persiste. Enfin, 3e réponse actuelle, la lutte contre le harcèlement. Une mesure intitulée NAH, clé en main. NAH veut dire non au harcèlement. Donc NAH, clé en main, est développée qui vise à établir un protocole de traitement. Encore une fois, ce sont les termes, un protocole de traitement qui serait identique et déployé sur tout le territoire. Là encore, sur Ediscol, vous trouvez, en tapant simplement NAH, tout le dispositif tel qu'il est prévu. Enfin, la prise en compte de la notion de climat scolaire. Un numéro spécial de la revue Éducation-Formation, décembre 2015, là encore vous pouvez le trouver sur Ediscol, je n'y insiste pas, mais la notion de climat scolaire est intéressante. Elle reflète le jugement des parents, des éducateurs et des élèves concernant leurs expériences sur la vie et le travail à l'école. Il existe un site dédié sur Canopé, hein, qui s'appelle le site Climat scolaire, avec une conférence vidéo qui m'apparaît intéressante, de monsieur l'inspecteur général Roger François Gauthier. Et encore, vous pourrez vous y référer avant l'interrogation écrite que je vous ferai subir en fin d'année scolaire. Alors j'en viens maintenant à la dernière partie, la réponse pédagogique. Et là je vais être un peu plus elliptique, mais bon. La réponse pédagogique, c'est d'abord le socle commun, puisqu'il faut le rappeler quand même avec force, il y a le socle commun de compétences, de connaissances et de culture. J'insiste sur ce mot culture. Le socle commun devrait rester la boussole de notre action. Le socle est le fondement de notre métier et le cœur de notre professionnalité. Je rappelle que tous les enseignements qui sont donnés à l'école ont pour but de servir l'acquisition du socle commun de compétences, et qu'une compétence est définie en ces termes, hein, combinaison dynamique de connaissances, capacités, attitudes. Autrement dit, former les attitudes des enfants fait partie également du métier d'enseignant. C'est fortement marqué dans les programmes. On ne doit plus travailler seulement les connaissances, mais également les attitudes. Ça, c'est quand même une réponse pédagogique qui me paraît intéressante. Dans les préparations de classe, de toujours faire figurer, vous savez que j'y tiens, hein, connaissances, capacités, attitudes. L'attitude de l'enfant ne peut pas être seulement d'écouter. Deuxième type de réponse, la notion de projet. Le projet d'école institue la communauté scolaire, le but commun des actions de l'école. Ce projet, cette notion de projet est également utilisable en classe. Hein, je n'insiste pas sur ce que signifie la pédagogie de projet, avec finalisation de l'action, sens, motivation des élèves, production commune. Vous connaissez tous, j'imagine, la pédagogie de projet, donc je n'insiste pas, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est à l'école pour enseigner et pour développer des projets, et pas seulement pour signaler des faits établissements. Troisième composante d'une réponse pédagogique, enfin, le partenariat, hein, vous l'avez évoqué, Madame Chevalier, se sentir soutenu par toute une communauté, et la notion de ressources pédagogiques, savoir trouver dans l'environnement des ressources, et en soi-même, des ressources, ça veut dire à la fois une rescousse, une aide, un secours, une ressource, et ça veut dire aussi une matière première existante et qu'on va utiliser à des fins pédagogiques, hein, comme par exemple on utilisait jadis le charbon dans des machines, des locomotives. Aujourd'hui on n'utilise plus le charbon, mais le charbon était une ressource parce qu'on l'utilisait. Et donc dans la vie courante autour de nous, il y a des ressources et tout dépend de ce qu'on va pouvoir en faire. C'est par exemple le cas de la poésie. Je ne vais pas entrer dans le détail de la poésie parce que sinon je ne terminerai pas mon discours dans le temps imparti. Mais bon, on est en mars, voilà. On a déjà largement détaillé ce que la poésie pouvait apporter à l'école. Le parallèle d'ailleurs avec la musique s'impose. C'est comme la musique, une activité qui est plus ancienne que l'école, qui est humaine, qui est présente dans toute la culture et qui permet de développer des connaissances, des capacités et des attitudes. Alors nous allons entendre tout à l'heure nos musiciens sur la question. Et pour terminer, pour moi, hein, la musique, ça évoque au moins 3 mots. Écoute, harmonie et plaisir. Hein. Alors,
L'écoute, évidemment, c'est une attitude. Trop souvent, on a l'impression de dire aux enfants « tu n'as qu'à écouter » ou « c'est parce que tu n'as pas écouté », en oubliant que l'écoute en tant que telle est une compétence à former et qu'effectivement, en écoutant de la musique, et en travaillant aussi, par exemple, les virelangues, on travaille cette capacité d'écoute. C'est pas donné à tout enfant, et c'est pas donné non plus à tout adulte, de pouvoir écouter très longtemps avec une attitude et une empathie nécessaire. Donc l'écoute, l'harmonie. Alors l'harmonie, c'est le cœur, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, le travail en commun. Et la notion d'harmonie est aussi c'est une notion musicale, mais c'est aussi une notion philosophique. L'harmonie universelle, c'est-à-dire la complémentarité réciproque des monades. Ça, c'est du Bergson, cher ami. Donc l'harmonie, c'est le fait que des individus différents peuvent travailler en commun et de façon harmonieuse. Une société ne peut être... C'est le thème du Thémar 2020, Harmonie, me dit M. Granarolo, donc à ne pas rater sur la garde. Une société ne peut être composée seulement d'anciens élèves de Sciences Po, de médecins, d'ingénieurs ou d'avocats. Favoriser l'harmonie, c'est considérer les réussites au pluriel. L'école doit-elle être un moule ou favoriser différentes formes de réussite? Voilà une question qui m'est apparue tout à l'heure. Alors, écoute, harmonie et enfin plaisir. La classe est un système où l'enseignant a le droit d'être heureux. L'enseignant a le droit d'éprouver du plaisir en faisant la classe et grâce à la musique, il est possible, me semble-t-il, de préserver ce plaisir d'enseigner, ne pas devenir des robots ni des débiteurs de leçons toutes faites, ne pas se laisser abuser par les concepts ni par les protocoles clés en main, ne pas considérer le harcèlement comme un fléau naturel au même titre qu'un vol de criquets s'abattant sur une récolte, ou la violence comme un événement climatique, comme une grosse montée des eaux. En réalité, la violence, le harcèlement, ce sont des phénomènes humains sur lesquels on peut agir en situation. Toute classe est unique, tout enfant est singulier, aucun protocole clé en main ne résoudra notre problème. Alors oui, il reste sans doute une part d'animalité dans tout enfant, peut-être même dans tout être humain. En tout cas, il reste une part d'animalité dans tout enfant, et notre travail est justement d'y instituer l'humanité. Donc je vous invite à préserver le sens de votre travail, la grandeur de notre mission, instituer l'humanité dans l'homme. Vous savez que je tiens à cette notion, instituteur, celui qui institue l'humanité dans l'homme. Et pour cela, solliciter toutes les ressources culturelles offertes par la poésie, la musique, dans le cadre du projet commun et partenarial, et notamment le Festival Jean Ricard de Poésie Vivante. Je vous remercie. On va proposer, comme tout à l'heure, un temps d'échange sur l'intervention de l'inspecteur. J'aimerais rebondir justement sur ce qui a été dit pendant les tables rondes par rapport à l'exposé qui vient d'être fait. Vous avez dit qu'une des réponses était de former les attitudes des enfants, de savoir-être. Comme moi je mets ce mot-là derrière, mais c'était ça, il me semble. La notion d'attitude, il a été aussi soulevé sur les tables rondes, un besoin de redéfinir les rôles de chacun, qui se mêlent très souvent entre est-ce que c'est mon rôle de transmettre ça, est-ce que c'est le rôle du parent, est-ce que c'est mon rôle d'apprendre à un enfant d'être frustré, de dire non à un enfant, de poser un cadre, de poser des limites, etc., qui peut faire naître effectivement de la violence à des moments. Et un besoin de formation aussi, sur les connaissances des enfants de manière globale, en termes de développement. Il a été aussi soulevé un besoin chez les enfants de développer l'autonomie. Est-ce mon rôle à l'école, dans les institutions de la petite enfance? Je vous laisse avec cette question. Alors, la réponse, évidemment, est positive. Dans les objectifs pédagogiques, l'autonomie figure en bonne place, et le développement des attitudes également. Concernant la formation, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais, et là encore, c'est une opinion. Je sais qu'il y a une caméra, mais c'est pas très grave. Pour ma part, je suis étonné que l'effort de formation de l'institution scolaire porte sur le français et les maths, alors que tous les professeurs des écoles sont quand même relativement calés dans la matière. Le
pour avoir aidé mon fils, mon petit dernier, à obtenir le concours de PE il y a quelques années, je me suis rendu compte que ce qu'on exigeait en français et ce qu'on exigeait en maths est quand même relativement élevé. Le concours de professeur des écoles reste un concours difficile. Donc on forme des gens en français et en maths alors qu'ils ont été recrutés en étant déjà forts en français et en maths. Et en revanche, pour tout ce qui est musique ou art, eh bien la formation est carrément indigente, enfin, il faut quand même le dire. Et moi je regrette qu'on ne forme pas, qu'on n'ait pas les moyens de former les enseignants à la pratique musicale. Si j'avais un budget, on peut rêver, hein. On a parlé de 68, rêvons. Si j'avais un budget, personnellement, je recruterais tout de suite des musiciens compétents comme mes deux voisins et nous ferions des stages de pratique musicale avec la flûte de Pan ou avec tout autre instrument pour vous permettre de développer ces pratiques dans les classes. Juste par rapport au budget, parce que je pense que des enseignants qui font de la musique, il y en a. Des enseignants qui sont musiciens, il y en a aussi. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, pour justement limiter les dépenses, créer par exemple des postes fléchés? Il en a existé en anglais. Pourquoi, par exemple, dans chaque école, ne pas positionner un professeur des écoles volontaires qui, lui, aurait des diplômes musicaux? Et peut-être que par ce biais-là, on pourrait justement être en accord avec ce qu'on nous demande aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut le faire, mais voilà, je ne sais pas. Très bien, non, mais je pense que c'est une très bonne suggestion. Si, encore une fois, moi je suis à quelques temps de la retraite, comme vous savez, si dans l'institution, au lieu d'avoir une organisation pyramidale qui vous descend du haut vers le bas, ce que nous avons à faire dans les moindres détails, on avait un ministère qui écoutait la base et qui faisait remonter vraiment les talents qui existent, parce que bon, je ne fais pas de flagornerie ni de flatterie, il m'arrive encore de passer dans vos classes, je vois bien tout ce qui se fait, je m'en inspire même à certains égards, hein. Et je trouve dommage que cette richesse ne puisse pas être mise en commun et mutualisée. Le cadre, entre parenthèses, c'est la circonscription du premier degré. On sait bien aujourd'hui que cette organisation est menacée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Que ce soit sur la musique, que ce soit sur les apprentissages ou bien la violence? Si personne ne prend la parole, je voudrais vous livrer une petite anecdote. Élodie a parlé de frustration à plusieurs reprises, je crois que c'est important. Du temps très lointain où j'étais professeur en classe terminale, avant d'avoir des classes prépa, de temps en temps, en fin de trimestre, je m'amusais à leur faire passer un test que j'avais appris quand j'avais fait mon certificat de psychologie, qui est le test de frustration de Rosenzweig. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est un test qui se présente sous forme de bande dessinée. On s'identifie à quelqu'un qui subit une frustration, il se fait par exemple arroser par une voiture sur le trottoir, enfin voilà. Et donc j'ai fait passer pendant des années, au début c'était à Bastia ce test, et il y avait des résultats convenables. Et puis quand j'ai été nommé à Toulon, au bout de quelques années, je me suis aperçu quand je faisais passer le test de frustration de Rosenzweig, que 90% de mes élèves de terminale étaient quasiment dans un stade pathologique au niveau de la frustration, et pour ne pas m'inquiéter et déprimer, j'ai arrêté de soumettre mes élèves à ce test de frustration. Donc il est certain, c'est indubitable, que nous avons petit à petit développé une intolérance à la frustration dans nos sociétés, et je crois que c'est un point tout à fait important. Et là, vous avez un rôle à jouer important, parce que la frustration, c'est quelque chose qu'on va... L'échec, bon, la valeur de l'échec, hein, il y avait un très beau numéro de Philosophie Magazine il y a 2-3 ans sur la valeur de l'échec. N'oublions pas qu'on apprend en échouant, hein, on apprend à marcher en se cassant la figure, on apprend à nager en buvant des tasses. Aujourd'hui, on voudrait un monde sans échec, non. Et échouer, effectivement, c'est une frustration. Hein. J'aimerais ne pas échouer quand je fais quelque chose, mais je vais nécessairement échouer un certain nombre de fois avant de parvenir. Donc ça, je crois que ça fait partie aussi des missions de l'école, de sortir nos enfants de cette intolérance à la frustration qui est très pénalisante ensuite dans leur vie d'adolescent et dans leur vie d'adulte. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, et j'aimerais affiner aussi ce propos d'un point de vue petite enfance. Pourquoi? Puisque quand je suis formatrice aussi des fois pour le CNFPT, c'est une autre casquette que je peux avoir. Il y a toujours, vous avez parlé, Monsieur Cardon, de sentiments d'irrespect qui peuvent être ressentis légitimement du côté des professeurs des écoles. Je crois qu'il est aussi, en tout cas je l'entends,
comme telle, ressentie dans les institutions de la petite enfance également, type crèche et autres. L'idée, effectivement, la notion de respect, c'est qu'est-ce qu'on y met derrière, et est-ce que réellement ces enfants ou ces parents sont dans l'irrespect, ou est-ce qu'aujourd'hui on est dans une telle société qui est individualiste, avec des problématiques effectivement de frustration, de consommation, qui fait naître à un moment donné une difficulté de confiance. Et je crois que c'est ce qui est ressorti sur tous les groupes, et c'est ce que j'entends aussi dans cette notion d'autorité. Est-ce que l'autorité est obligatoirement de l'autoritarisme? Est-ce que c'est obligatoirement du laxisme? Ou est-ce qu'entre les deux, on peut arriver aussi à faire naître autre chose, autrement, mais qui est là aussi est la difficulté, puisque aujourd'hui, les missions sont peut-être difficiles pour chacun, et il faudrait peut-être les redéfinir clairement, je ne sais pas. Vous savez, il y avait un ancien ministre qui s'appelait Monory, qui était de droite, hein, c'est pas un scoop, et qui avait cette formule que je trouve remarquable. Il disait il faut convaincre et non contraindre. Et ça résume un peu cette question d'autorité. Quand on a une autorité qui nous vient de notre savoir ou de notre capacité d'échange, on peut convaincre les gens à faire des choses, et quand on n'a pas cette autorité, on se replie sur l'autoritarisme et on cherche à contraindre. Donc moi je reste à cette formule, convaincre et non contraindre. On va écouter les musiciens ? Merci. Daniel, il suffit qu'on parle de lui. Bonjour à tous, et beaucoup de têtes sont connues pour nous, puisque nous intervenons dans les écoles. Tout ce qui vient d'être dit sur la musique, la conception de la musique, toutes ces réflexions philosophiques, techniques, pratiques, nous les avons vécues. C'est un témoignage, nous, que nous apportons. Pourquoi nous sommes-nous devenus musiciens? Et puis, quelle expérience avec les enfants. Rapidement, car le temps passe, et nous voudrions surtout parler en musique. Nous sommes juste un tout petit exemplaire de l'ensemble Samara. 3 personnes, Daniel, Johan et moi. Les chemins de la vie, eh bien, nous ont ouvert la route de la musique, Daniel, Johan et moi-même. Ainsi, la musique est entrée, pour ma part, très tôt dans ma vie, présente à la maison à travers les belles voix de nos parents qui chantaient, ou sur les sentiers de randonnée parfois aussi, les cours de danse, les chaussures, les petits chaussons à pointe, et bref, tout ce parcours toujours avec la musique. Les grands frères qui écoutaient Sidney Bechet, Brassens, Léo Ferré et tant d'autres. Johan, quant à lui, notre fils, ah bien lui, on peut dire qu'il est vraiment né sur les chemins de la musique. En tournée de concert, un bel été de 1983, après presque 9 mois de résonance et de perception des sons dans son abri, je dirais, prénatal. Aujourd'hui, chanteur baryton de l'ensemble des Sentieri qu'il a créé, il perpétue sa conception de transmettre la musique. Samara, je vais vous le donner là, en chair et en os. Samara, c'est le nom de la rivière Somme en Picard du Moyen-Âge. Natif de cette région, il en a choisi l'appellation pour son nom d'artiste. Vous l'aurez compris, il est né en Picardie. Alors j'avais prévu un discours de 4 heures, mais je vais raccourcir, parce que moi je suis quand même très doué en musique, d'autant plus que vous allez apprécier un instrument qui est absolument extraordinaire, très très rare, et comme, surtout ceux qui en jouent, encore plus rare que les flûtes de Pan. Voilà. Moi donc, Claudine vous l'a dit, je suis né en Picardie, pas très loin de la baie de Somme, et dans un petit village, et mon enfance a commencé, j'étais déjà tout petit, fréquemment sur une chaise, bien debout, à écouter chanter Charles Trenet. Vraiment, hein. Voilà, ensuite je suis parti à Paris, et puis un beau jour, en écoutant France Musique en 1970, eh bien il y avait une émission qui s'appelait Les Chasseurs de Sons, de Pierre-Marcel Ander, et
pas que pour moi, énormément de gens ont découvert l'extraordinaire flûte de Pan des Gorges Zamfir. Voilà. Ce qui fait que pendant une dizaine d'années, eh bien, la flûte de Pan, il y avait tous les groupes sud-américains, le Sincas, les Guapayun, notre ami Unia Ramos, qui n'est plus de ce monde malheureusement, et notre ami Gorges Zamfir. Moi, je suis tombé littéralement amoureux de la flûte de Pan. C'était pas du tout mon métier, puis j'étais un des tout premiers informaticiens en France, l'école IBM, vous voyez. Et franchement, que ce soit à cette époque ou maintenant, les ordinateurs. Vive la musique. Voilà, j'ai rien contre, hein, mais vive la musique. Alors, tout ça, ça a été écrit, mais moi je préfère parler comme ça, brièvement. Donc, j'ai découvert cet instrument. La flûte de Pan qui ne m'a jamais quitté. Je suis autodidacte, j'ai été obligé d'apprendre tout seul car pas de professeur, moi encore maintenant d'ailleurs. Donc c'est un énorme travail et puis en ce moment, eh bien, on travaille dans les écoles, ça fait déjà 2 ans, hein, grâce à M. Cardon, inspecteur de l'académie qui nous a fait connaître dans la région. On fait fabriquer des flûtes de Pan, on travaille actuellement à la Moutonne. Et pendant une semaine, une classe fabrique des flûtes de Pan en 2 jours. Je les accorde avec de la cire d'abeille ou de la pâte à modeler. Et jeudi et le vendredi, les enfants apprennent déjà à souffler sur les flûtes. Et croyez-moi, au bout de 2 jours, eh bien, les enfants jouent déjà un petit air. C'est l'instrument le plus simple à fabriquer, pas forcément le plus facile à jouer, mais pour les enfants, voilà, pas de problème. Et puis tout ça, c'était noté, mais je préfère parler comme ça. Hein. Je ne suis pas un orateur. Hein. Voilà, on va donc rejoindre nos instruments. Et puis pendant une 20-25 minutes, on va vous faire rêver. Sachez que je suis avant tout un concertiste. Nous avons fait des milliers de concerts en église, etc., dans les salles de spectacle en France et à l'étranger. Et puis, actuellement, nous faisons aussi des spectacles scolaires, un conte de Noël. Et avant de partir, si vous le souhaitez, nous avons des brochures sur la petite table qui est là. Voilà. Donc, un spectacle interactif et un instrument qui envoûte les petits comme les grands. Avec les cannes que l'on cueille dans votre région. Et il n'y aurait point de voyage au pays des flûtes de Pan sans rebondir dans la mythologie grecque, car en effet, d'où nous vient cette légende de la flûte de Pan? Eh bien, tout là-bas, dans la mythologie, oui. Le dieu Pan, personnage plutôt effrayant de par son aspect, avec des cornes sur la tête, une très grosse barbe et des grands poils sur tout le corps. Et à ses pieds, des sabots, comme le bouc ou la chèvre. Un personnage un peu triste à voir. En se promenant dans la forêt, il aperçoit une nymphe du nom de Syrinx. Elle est tellement belle et elle chante si bien qu'il en tombe éperdument amoureux et se précipite vers elle pour lui déclarer son amour. Seulement imaginez la réaction de la belle Syrinx à la vue de ce triste personnage qui ressemble à moitié à un homme, à moitié à un animal. La belle Syrinx s'enfuit, elle arrive au bord de la rivière et là, elle demande au dieu de la rivière de l'aider à échapper au dieu Pan qui la poursuit au loin derrière. « Vite, aide-moi, lui dit-elle, aide-moi à échapper au dieu Pan. » Le dieu de la rivière veut bien exaucer ce vœu et pour ce faire, il lui demande d'entrer dans l'eau. Quoi de plus naturel pour une nymphe? Celle-ci s'approche et à peine a-t-elle mis la pointe de son pied dans l'eau que la voici transformée en roseau. Et lorsque le dieu Pan, à son tour, arrive sur la berge, il ne voit plus Syrinx. Il est triste. Et très vite, lorsqu'il entend le roseau vibrer et chanter dans le vent, il comprend que celle-ci a été transformée en roseau. Il est triste. Dans sa tristesse, il va couper le roseau. Il en fait
7 morceaux d'inégale longueur portent chaque tube vers sa bouche, souffle dans chacun d'eux et dès lors s'élève dans les airs. Une musique qui n'avait jamais existé jusque-là. La flûte de Pan venait de naître entre les mains du dieu Pan qui pleurait ainsi sa grande douleur d'avoir perdu la belle Syrinx. C'est tout du moins une des légendes qui nous raconte la naissance de cet instrument. Mais restez encore quelques instants dans cette forêt bien étrange. Revenons à des temps plus actuels. Musique de mariage. Mazel Tov.
évidemment arriver à ce résultat. C'est un long apprentissage. Ah, vous l'avez entendu, il y a mes musiciens qui m'accompagnent, mais cet après-midi, il y a notre fils Johan aussi à la guitare. On a rapetissé l'ensemble Samara, on les a mis dans une petite boîte. Oui, pour nous aider. c'est plus facile. Ouais. Sa spécialité, c'est le chant corse et La musique italienne du XVIIe. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est autour des flûtes de pan. Voilà. Et les flûtes de pan, eh bien, peuvent permettre un éventail très large d'accès musical dans le style et dans les frontières. Elles ne revêtent pas toutes la même sonorité selon le continent où on peut les écouter. Vous avez écouté la flûte de pan roumain, dans un style, pardon. Et maintenant, nous traversons l'océan et c'est la musique des ondes.
brièvement, je vous présente ces 3 instruments de Bolivie et du Pérou. La quena, petite flûte en encoche, l'antara, fabriquée avec des roseaux que l'on cueille autour des lacs Titi, voilà. Et cette flûte qui est là, qu'on appelle siku, qui est exactement la même que celle-ci, mais dédoublée, car sur l'altiplano, à 3-4 000 mètres d'altitude, l'air est beaucoup plus rare et déjà soufflé sur un instrument demande de l'énergie. Donc à l'époque des Incas, eh bien, ils ont trouvé comme idée qu'un joueur, pendant qu'il souffle, l'autre respire, ainsi de suite, pour faire une économie voilà, au niveau du souffle. L'antara. Mais il existe aussi la grande flûte, la plus grande qui est là. Alors je vais vous en jouer un petit morceau. C'est le toyo. Qui est plus grande que la majorité des enfants qu'on a avec nous pour les stages. Là, je précise qu'en scolaire, nous avons fait énormément de spectacles en 40 ans au milieu scolaire, de spectacles pédagogiques, musicaux, contes de Noël et autres. Eh bien, le petit concert de cet après-midi est un petit peu différent. Il est beaucoup plus pédagogique et musical et aussi interactif. Une danse bolivienne, Llantos, avec le siku, zampagna et la quena. La percussion qui est là, c'est le bongo bolivien. Bongo.
rapidement, je sais que les enfants sont toujours intrigués, et même les adultes, quoi qu'ils en disent, par ce petit instrument de percussion. Ce sont des sabots, des petites chèvres naines lorsqu'elles muent dans la montagne. Les sabots sont récupérés, le bout des sabots, bien sûr, assemblés, formés en grappe, et tout de suite, on a un instrument tout naturel de percussion. Une composition de notre ami musicien qui nous accompagne, on aurait bien aimé l'avoir là, Didier Buisson, Nostalgie du vieux pêcheur. Sur ses lèvres, le sel a séché. Son visage est creusé de sillons. Sa barbe rude affronte les vents. Là-bas, les barques s'en sont allées, laissant le vieil homme au ponton, et dans ses yeux, la marque du temps. Je pense que Johan va vous présenter. Je voulais vous présenter le doudouk, qui est un très belle flûte que j'aime beaucoup, qui nous vient d'Arménie, qui est l'ancêtre du hautbois, un instrument à hanches doubles, aux couleurs bien particulières, mais c'est vrai qu'il est un peu capricieux avec les changements de température. Je vais essayer quand même de vous faire écouter quelques notes de celui-ci. Oui, il faut un petit peu de temps de préparation générale. On va essayer. Vous connaissez ce son? Vous avez déjà entendu? Hein, dans beaucoup de films, de documentaires sur Arte, entre autres, ou ailleurs. Voilà un petit peu le son que j'avais envie de partager. Merci. Daniel va nous faire écouter aussi le son du cabal après, qui est un instrument d'Europe de l'Est, car les couleurs des instruments de là-bas sont vraiment
très chaude et très particulière. Vous avez vu la différence avec les flûtes des Andes que l'on a entendues tout à l'heure, avec des roseaux très fins. C'est plutôt le type de roseaux avec lesquels on travaille au sein des écoles. Et un répertoire, cette semaine d'ailleurs, on est sur l'Amérique du Sud avec les enfants de Hamilton, avec des chants en espagnol, des morceaux tirés du folklore sud-américain. Donc vous voyez, c'est un univers passionnant. Eh bien, il n'est point de message que la flûte de Pan ne laisse à chacun de ses passages. Et nous avons choisi ce texte. Déjà, en son temps, Alphonse de Lamartine disait ceci. « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. Lorsque silence rime avec souffrance, rime avec violence. » Le texte qui suit est de Yves Erard, un homme de notre temps. Diego, le syndicaliste, derrière les barreaux, pas libre du tout, sait que l'injustice a de gros verrous. Boris, dans sa Sibérie, croyait qu'il pouvait donner son avis. Louma, avec son sida, dans sa noire Afrique, qui crève de faim, attend les promesses. Ce n'est pas pour demain. Yasser, jeteur de cailloux, enfant en babouche, n'aime pas le goût du sang dans sa bouche, ni le petit trou qu'a fait cette balle en brisant son cou. Andy, la petite indienne du peuple Chiapa, spoliée de ses terres comme tous ses frères, dans son bidonville pleure, son papa pris par les soldats. Et son âme, qui était un sage dans l'Himalaya, doit marcher au pas et courber la tête sous le joug chinois. Et enfin, Tinou, dans un pays pauvre, au fond de la mine, casse des cailloux, s'étend, c'est pas l'âge pour rester en cage et vivre à genoux. Et moi, j'écoute tout ça, je regarde tout cela, je me tais, je tourne un peu le dos. Je suis peinard, mais je me console, on est des milliards. Yves Erard. Silenzio d'amour. T'amai di quando stavi dentro la macchina, di mai dolcezza, modichi a modichi. Silenzio d'amore che cammina tra di vini, non è possibile staccarmi di te. Silenzio d'amore che cammina tra di vini, non è possibile staccarmi di te. Piangiti no, alberi da lì, amori e beni, vengono di lontano, diritti amatami, sciato di l'alma mia, dammi lo cori che ti dono una vita, diritti amatami, sciato di l'alma mia, dammi lo cori che ti dono una vita. Canti senza colore tengono senso quando una mamma si scorda suo figlio. Tanto mi scordo d'amare a te, ti voglio bene piccirina mia. Tanto mi scordo d'amare a te,
acido zitti nella matta cantantici mentre c'è morte via. Come tutto l'amore, esti la campagna, tu sia regina e io re di Spagna. Come tutto l'amore, esti la campagna, tu sia regina e io re di Spagna. Come tutto l'amore, esti la campagna, tu sia regina e io re di Spagna. Merci, c'était un chant sicilien. Merci beaucoup. C'était bien sûr sur l'amour d'une mère pour son enfant, silence d'amour qui coule dans mes veines. Il n'est possible de te quitter, ma belle petite hirondelle, que j'ai nourrie depuis le berceau que j'ai aimé, surtout. Hein. Je suis la reine et moi, le roi d'Espagne. Merci à Alfio Antico, un berger sicilien qui avait composé ce chant. Merci. Voilà, on va finir avec une balade roumaine et une danse roumaine. Et puis, peut-être, je vous le rappelle, si vous avez envie d'un spectacle en fin d'année, là, on est encore dans votre région pour la période de Noël. Nous avons des prospectus pour vous. Voilà. Et puis les enfants, eh bien, n'oubliez pas que, je vous assure, moi j'ai plus de 40 ans de concert. Je me suis créé du bonheur à découvrir cet instrument, mais on peut aussi jouer d'autres instruments, il n'y a pas que la flûte de Pan. Et puis, je souhaite pour vous toutes et vous tous, les enfants, et même les plus grands, il n'y a pas d'âge pour se mettre à la musique. Moi, je m'y suis mis à 25 ans. Voilà. Hein. Et puis nourrir son esprit de création, ouais. Et un très grand merci de manière différente tout à l'heure, c'est une chose très importante dans l'existence, en notre sens. En complètement, oui. Et un très très grand merci à Monsieur Christian Cardon et à sa femme, parce que, merci Christian. Ils nous ont permis de venir vous faire écouter. Il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, nous avons beaucoup tourné dans les écoles. C'était Monsieur et Madame Brousset de Soliesville qui nous avait fait connaître. On avait fait beaucoup d'écoles dans votre région. Et sachez aussi que la flûte de Pan qui est là, eh bien, c'est uniquement les bergers de l'Accro au Moyen-Âge. On les retrouve dans l'histoire. C'est uniquement dans votre région où il y avait des musiciens, c'était les bergers de l'Accro. Et on appelait cet instrument Frestel. Voilà. Vive la musique, on finit en musique avec en roumanique.
va finir. Merci infiniment. J'aime bien expliquer un peu ce qu'on fait aussi au niveau des enfants. Pourquoi ils apprennent si vite la flûte de Pan? Eh bien, tout simplement parce qu'un petit morceau est chiffré. Vous avez 10 tubes ici. Il suffit de mettre 1, 4, 6, 7, 8. Et que font les enfants? Ils reproduisent. Très rapidement. Et presque au bout de une heure ou deux, ils vont pratiquement même plus regarder les tubes. Ils ont mémorisé les tubes et ils jouent des mélodies très rapidement. Voilà. C'est à voir et à entendre, et peut-être un jour dans vos écoles. Moi, je rêve d'un grand concert dans à la gare, monsieur l'adjoint, avec tous les musiciens. On joue beaucoup dans les églises, on a un répertoire classique et toutes les musiques du monde, les chants corses aussi, la musique corse. On va finir en Corse d'ailleurs, ou alors dans une très belle salle. Voilà. Alors, j'ai vu tout à l'heure des personnes Merci danser au fond. La musique qui suit, eh bien, invite aussi à la danse. Donnez-vous la main et allez-y. Grazie mille.